Chapitre 42 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 42. Le vin d'Anjou. Après des nouvelles presque désespérées du roi, le bruit de sa convalescence commençait à se répandre dans le camp. Et comme il avait grande hâte d'arriver en personne au siège, on disait qu'aussitôt qu'il pourrait remonter à cheval, il se remettrait en route. Pendant ce temps, monsieur savait que, d'un jour à l'autre, il allait être remplacé dans son commandement, soit par le duc d'Angoulême, soit par Bassompierre, soit par Schomberg, qui se disputaient le commandement, faisait peu de choses, perdait ses journées en tâtonnements, et n'osait risquer quelque grande entreprise pour chasser les Anglais de l'île de Ré, où ils assiégeaient toujours la citadelle Saint-Martin et le fort de la Prée, tandis que de leur côté, les Français assiégeaient La Rochelle. D'Artagnan, comme nous l'avons dit, était redevenu plus tranquille. Comme il arrive toujours après un danger passé, et que le danger semble évanoui, il ne lui restait qu'une inquiétude, c'était de n'apprendre aucune nouvelle de ses amis. Mais un matin, du commencement du mois de novembre, tout lui fut expliqué par cette lettre, datée de Villeroy. Monsieur d'Artagnan, messieurs Athos, Porthos et Aramis, après avoir fait une bonne partie chez moi, et s'être égayés beaucoup, ont mené si grand bruit que le prévôt du château, homme très rigide, les a consignés pour quelques jours. Mais j'accomplis les ordres qu'ils m'ont donnés, de vous envoyer 12 bouteilles de mon vin d'Anjou, dont ils ont fait grand cas. Ils veulent que vous buviez à leur santé, avec leur vin favori. Je l'ai fait, et suis, monsieur, avec un grand respect, votre serviteur très humble et très obéissant. Godot, hôtelier de messieurs les mousquetaires. À la bonne heure, s'écria d'Artagnan. Ils pensent à moi dans leur plaisir, comme je pensais à eux dans mon ennui. Bien certainement que je boirai à leur santé et de grand cœur, mais je ne boirai pas seul. Et d'Artagnan courut chez deux gardes, avec lesquels il avait fait plus amitié qu'avec les autres, afin de les inviter à boire avec lui le charmant petit vin d'Anjou qui venait d'arriver de Villeroy. L'un des deux gardes était invité pour le soir même, et l'autre invité pour le lendemain. La réunion fut donc fixée au surlendemain. D'Artagnan, en rentrant, envoya les 12 bouteilles de vin à la buvette des gardes, en recommandant qu'on les lui gardât avec soin. Puis, le jour de la solennité, comme le dîner était fixé pour l'heure de midi, d'Artagnan envoya, dès 9 heures, Planchet pour tout préparer. Planchet, tout fier d'être élevé à la dignité de maître d'hôtel, songea à tout apprêter en homme intelligent. À cet effet, il s'adjoignit le valet d'un des convives de son maître, nommé Fourreau, et ce faux soldat qui avait voulu tuer d'Artagnan, et qui, n'appartenant à aucun corps, était entré au service de d'Artagnan, ou plutôt à celui de Planchet, depuis que d'Artagnan lui avait sauvé la vie. L'heure du festin venue, les deux convives arrivèrent, prirent place, et les mets s'alignèrent sur la table. Planchet servait la serviette au bras, Fourreau débouchait les bouteilles, et Brisemont, c'était le nom du convalescent, transvasait dans des carafons de verre le vin qui paraissait avoir déposé par les secousses de la route. Dans ce vin, la première bouteille était un peu trouble vers la fin. Brisemont versa cette lie dans un verre, et d'Artagnan lui permit de la boire, car le pauvre diable n'avait pas encore beaucoup de force. Les convives, après avoir mangé le potage, allaient porter le premier verre à leurs lèvres, lorsque tout à coup le canon retentit au fort Louis et au fort Neuf. Aussitôt les gardes, croyant qu'il s'agissait de quelque attaque imprévue, soit des assiégés, soit des Anglais, sautèrent sur leurs épées. D'Artagnan, non moins leste qu'eux, fit comme eux, et tous trois sortirent en courant, afin de se rendre à leur poste. Mais à peine furent-ils hors de la buvette qu'ils se trouvèrent fixés sur la cause de ce grand bruit. Les cris de vive le roi, vive monsieur le cardinal,
retentissaient de tous côtés, et les tambours battaient dans toutes les directions. En effet, le roi, impatient comme on l'avait dit, venait de doubler 2 étapes, et arrivait à l'instant même avec toute sa maison et un renfort de 10 000 hommes de troupes. Ses mousquetaires le précédaient et le suivaient. D'Artagnan, placé en haie avec sa compagnie, salua d'un geste expressif ses amis, qui le suivaient des yeux, et M. de Tréville, qui le reconnut tout d'abord. La cérémonie de réception achevée, les 4 amis furent bientôt dans les bras l'un de l'autre. Pardieu, s'écria d'Artagnan, il n'est pas possible de mieux arriver, et les viandes n'auront pas encore eu le temps de refroidir, n'est-ce pas, messieurs? Ajouta le jeune homme, en se tournant vers les 2 gardes, qu'il présenta à ses amis. Ah, ah, il paraît que nous banquetions, dit Porthos. J'espère, dit Aramis, qu'il n'y a pas de femme à votre dîner. Est-ce qu'il y a du vin potable dans votre bicoque? Demanda Athos. Mais pardieu, il y a le vôtre, cher ami, répondit d'Artagnan. Notre vin? dit Athos étonné. Oui, celui que vous m'avez envoyé. Nous vous avons envoyé du vin? Mais vous savez bien, de ce petit vin des coteaux d'Anjou? Oui, je sais bien de quel vin vous voulez parler. Le vin que vous préférez. Sans doute, quand je n'ai ni champagne ni chambertin. Eh bien, à défaut de champagne et de chambertin, vous vous contenterez de celui-là. Nous avons donc fait venir du vin d'Anjou, gourmets que nous sommes, dit Porthos. Mais non, c'est le vin qu'on m'a envoyé de votre part. De notre part? Firent les 3 mousquetaires. Est-ce vous, Aramis, dit Athos, qui avez envoyé le vin? Non. Et vous, Porthos? Non. Et vous, Athos? Non. Si ce n'était pas vous, dit d'Artagnan, c'est votre hôtelier. Notre hôtelier? Eh oui, votre hôtelier, Godeau, l'hôtelier des mousquetaires. Ma foi, qu'il vienne d'où il voudra, n'importe, dit Porthos. Goûtons-le, et s'il est bon, buvons-le. Non pas, dit Athos. Ne buvons pas le vin qui a une source inconnue. Vous avez raison, Athos, dit d'Artagnan. Personne de vous n'a chargé l'hôtelier Godeau de m'envoyer du vin? Non. Et cependant, il vous en a envoyé de notre part? Voici la lettre, dit d'Artagnan. Et il présenta le billet à ses camarades. Ce n'est pas son écriture, dit Athos. Je la connais. C'est moi qui, avant de partir, ai réglé les comptes de la communauté. Fausse lettre, dit Porthos. Nous n'avons pas été consignés. D'Artagnan, dit Aramis d'un ton de reproche, comment avez-vous pu croire que nous avions fait du bruit? D'Artagnan pâlit, et un tremblement convulsif secoua tous ses membres. Tu m'effraies, dit Athos, qui ne le tutoyait que dans les grandes occasions. Qu'est-il donc arrivé? Courons, courons, mes amis, s'écria d'Artagnan. Un horrible soupçon me traverse l'esprit. Serait-ce encore une vengeance de cette femme? Ce fut Athos qui pâlit à son tour. D'Artagnan s'élança vers la buvette. Les 3 mousquetaires et les 2 gardes les suivirent. Le premier objet qui frappa la vue de d'Artagnan en entrant dans la salle à manger fut Brisemont étendu par terre et se roulant dans d'atroces convulsions. Planchet et Fourreau, pâles comme des morts, essayaient de lui porter secours. Mais il était évident que tout secours était inutile. Tous les traits du moribond étaient crispés par l'agonie. Ah, s'écria-t-il en apercevant d'Artagnan. Ah, c'est affreux. Vous avez l'air de me faire grâce et vous m'empoisonnez. Moi, s'écria d'Artagnan. Moi, malheureux. Mais que dis-tu donc là? Je dis que c'est vous qui m'avez donné ce vin. Je dis que c'est vous qui m'avez dit de le boire. Je dis que vous avez voulu vous venger de moi. Je dis que c'est affreux. N'en croyez rien, Brisemont, dit d'Artagnan. N'en croyez rien. Je vous jure, je vous proteste. Oh, mais Dieu est là. Dieu vous punira. Mon Dieu, qu'il souffre un jour ce que je souffre. Sur l'évangile, s'écria d'Artagnan, en se précipitant vers le moribond. Je vous jure que j'ignorais que ce vin fût empoisonné et que j'allais en boire comme vous. Je ne vous crois pas, dit le soldat. Et il expira
dans un redoublement de torture. Affreux, affreux, murmurait Athos, tandis que Porthos brisait les bouteilles et qu'Aramis donnait des ordres un peu tardifs pour qu'on allât chercher un confesseur. Oh, mes amis, dit D'Artagnan, vous venez encore une fois de me sauver la vie, non seulement à moi, mais à ces messieurs. Messieurs, continua-t-il en s'adressant aux gardes, je vous demanderai le silence sur toute cette aventure. De grands personnages pourraient avoir trompé dans ce que vous avez vu, et le mal de tout cela retomberait sur nous. Ah, monsieur, balbutiait Planchet, plus mort que vif. Ah, monsieur, que je l'ai échappé belle. Comment drôle, s'écria D'Artagnan. Tu allais donc boire mon vin? À la santé du roi, monsieur. J'allais en boire un pauvre verre, si Fourreau ne m'avait pas dit qu'on m'appelait. Hélas, dit Fourreau, dont les dents claquaient de terreur, je voulais l'éloigner pour boire tout seul. Messieurs, dit D'Artagnan, en s'adressant aux gardes, vous comprenez qu'un pareil festin ne pourrait être que fort triste après ce qui vient de se passer. Ainsi, recevez toutes mes excuses et remettez la partie à un autre jour, je vous prie. Les deux gardes acceptèrent courtoisement les excuses de D'Artagnan, et comprenant que les quatre amis désiraient demeurer seuls, ils se retirèrent. Lorsque le jeune garde et les trois mousquetaires furent sans témoins, ils se regardèrent d'un air qui voulait dire que chacun comprenait la gravité de la situation. D'abord, dit Athos, sortons de cette chambre. C'est mauvaise compagnie qu'un mort, mort de mort violente. Planchet, dit D'Artagnan, je vous recommande le cadavre de ce pauvre diable. Qu'il soit enterré en terre sainte. Il avait commis un crime, c'est vrai, mais il s'en est repenti. Et les quatre amis sortirent de la chambre, laissant à Planchet et à Fourreau le soin de rendre les honneurs mortuaires à Brisemont. L'hôte leur donna une autre chambre, dans laquelle il leur servit des œufs à la coque et de l'eau, qu'Athos alla puiser lui-même à la fontaine. En quelques paroles, Porthos et Aramis furent mis au courant de la situation. Eh bien, dit D'Artagnan à Athos, vous le voyez, mon cher ami, c'est une guerre à mort. Athos secoua la tête. Oui, oui, dit-il, je le vois bien. Mais croyez-vous que ce soit elle? J'en suis sûr. Cependant, je vous avoue que je doute encore. Mais cette fleur de lys sur l'épaule, c'est une Anglaise qui aura commis quelque méfait en France et qu'on aura flétrie à la suite de son crime. Athos, c'est votre femme, vous dis-je, répétait D'Artagnan. Ne vous rappelez-vous donc pas comme les deux signatures se ressemblent? J'aurais cependant cru que l'autre était morte. Je l'avais si bien pendue. Ce fut D'Artagnan qui secoua la tête à son tour. Mais enfin, que faire? Dit le jeune homme. Le fait est qu'on ne peut rester ainsi avec une épée éternellement suspendue au-dessus de sa tête, dit Athos, et qu'il faut sortir de cette situation. Mais comment? Écoutez, tâchez de la rejoindre et d'avoir une explication avec elle. Dites-lui la paix ou la guerre, ma parole de gentilhomme de ne jamais rien dire de vous, de ne jamais rien faire contre vous. De votre côté, serment solennel de rester neutre à mon égard. Sinon, je vais trouver le chancelier, je vais trouver le roi, je vais trouver le bourreau. J'ameute la cour contre vous, je vous dénonce comme flétrie, je vous fais mettre en jugement, et selon vous absout, eh bien je vous tue, foi de gentilhomme, au coin de quelque borne, comme je tuerais un chien enragé. J'aime assez ce moyen, dit D'Artagnan. Mais comment la joindre? Le temps, mon cher ami, le temps amène l'occasion. L'occasion, c'est la martingale de l'homme. Plus on a engagé, plus l'on gagne quand on sait attendre. Oui, mais attendre, entouré d'assassins et d'empoisonneurs, bah, dit Athos, Dieu nous a gardés jusqu'à présent. Dieu nous gardera encore. Oui, nous d'ailleurs, nous sommes des hommes, et à tout prendre, c'est notre état de risquer notre vie. Mais elle, ajouta-t-il à demi-voix. Qui elle? Demanda Athos. Constance. Madame Bonacieux. Ah, c'est juste, fit Athos. Pauvre ami, j'oubliais que vous étiez amoureux. Eh bien, mais, dit Aramis,
N'avez-vous pas vu la lettre même que vous avez trouvée sur le misérable mort, qu'elle était dans un couvent? On est très bien dans un couvent, et aussitôt le siège de La Rochelle terminé, je vous promets que pour mon compte... Bon, dit Athos. Bon, oui, mon cher Aramis, nous savons que vous vous tendez à la religion. Je ne suis mousquetaire que par intérim, dit humblement Aramis. Il paraît qu'il y a longtemps qu'il n'a reçu des nouvelles de sa maîtresse, dit tout bas Athos. Mais ne faites pas attention, nous connaissons cela. Eh bien, dit Porthos, il me semble qu'il y aurait un moyen simple. Lequel? Demanda D'Artagnan. Elle est dans un couvent, dites-vous? Reprit Porthos. Oui. Eh bien, aussitôt le siège fini, nous l'enlevons de ce couvent. Mais encore faut-il savoir dans quel couvent elle est. C'est juste, dit Porthos. Mais j'y pense, dit Athos. Ne prétendez-vous pas, cher D'Artagnan, que c'est la reine qui a fait choix de ce couvent pour elle? Oui, je le crois du moins. Eh bien, mais Porthos nous aidera là-dedans. Comment cela, s'il vous plaît? Mais par votre marquise, votre duchesse, votre princesse, elle doit avoir le bras long. Chut, dit Porthos, en mettant un doigt sur ses lèvres. Je la crois cardinaliste, et elle ne doit rien savoir. Alors, dit Aramis, je me charge, moi, d'en avoir des nouvelles. Vous, Aramis, s'écrièrent les trois amis. Vous, et comment cela? Par l'aumônier de la reine, avec lequel je suis fort lié, dit Aramis en rougissant. Et sur cette assurance, les quatre amis, qui avaient achevé leur modeste repas, se séparèrent avec promesse de se revoir le soir même. D'Artagnan retourna aux Minimes, et les trois mousquetaires rejoignirent le quartier du roi, où ils avaient fait préparer leur logis. Fin du chapitre 42. Chapitre 43 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 43. L'auberge du Colombier Rouge. Cependant, à peine arrivé, le roi, qui avait si grande hâte de se trouver en face de l'ennemi, et qui, à meilleur droit que le cardinal, partageait sa haine contre Buckingham, voulut faire toutes les dispositions, d'abord pour chasser les Anglais de l'île de Ré, ensuite pour presser le siège de La Rochelle. Mais malgré lui, il fut retardé par les dissensions qui éclatèrent entre messieurs de Bassompierre et Schomberg contre le duc d'Angoulême. Messieurs de Bassompierre et Schomberg étaient maréchaux de France et réclamaient leur droit de commander l'armée sous les ordres du roi. Mais le cardinal, qui craignait que Bassompierre, huguenot au fond du cœur, ne pressât faiblement les Anglais et les Rochelais, ses frères en religion, poussait au contraire le duc d'Angoulême, que le roi, à son instigation, avait nommé lieutenant général. Il en résulta que, sous peine de voir messieurs de Bassompierre et Schomberg déserter l'armée, on fut obligé de faire à chacun un commandement particulier. Bassompierre prit ses quartiers au nord de la ville, depuis l'Alleu jusqu'à Dompierre, le duc d'Angoulême à l'est, depuis Dompierre jusqu'à Périgny, et M. de Schomberg au midi, depuis Périgny jusqu'à Angoutin. Le logis de monsieur était à Dompierre. Le logis du roi était tantôt à Étré, tantôt à La Jarrie. Enfin, le logis du cardinal était sur les dunes, au pont de la Pierre, dans une simple maison sans aucun retranchement. De cette façon, monsieur surveillait Bassompierre, le roi, le duc d'Angoulême, et le cardinal, monsieur de Schomberg. Aussitôt cette organisation établie, on s'était occupé de chasser les Anglais de l'île. La conjecture était favorable. Les Anglais, qui ont, avant toute chose,
besoin de bons vivres pour être de bons soldats, ne mangeant que des viandes salées et de mauvais biscuits, avaient force malades dans leur camp. De plus, la mer, fort mauvaise à cette époque de l'année sur toutes les côtes de l'océan, mettait tous les jours quelques petits bâtiments à mal, et la plage, depuis la pointe de l'aiguillon jusqu'à la tranchée, était littéralement, à chaque marée, couverte des débris de pinasses, de roberges et de felouques. Il en résultait que, même les gens du roi se tinssent-ils dans leur camp, il était évident qu'un jour ou l'autre Buckingham, qui ne demeurait dans l'île de Ré que par entêtement, serait obligé de lever le siège. Mais, comme M. de Toirac fit dire que tout se préparait dans le camp ennemi pour un nouvel assaut, le roi jugea qu'il fallait en finir et donna les ordres nécessaires pour une affaire décisive. Notre intention n'étant pas de faire un journal du siège, mais au contraire d'en rapporter que les événements qui ont trait à l'histoire que nous racontons, nous nous contenterons de dire en 2 mots que l'entreprise réussit au grand étonnement du roi et à la grande gloire de monsieur le cardinal. Les Anglais, repoussés pied à pied, battus dans toutes les rencontres, écrasés au passage de l'île de Loix, furent obligés de se rembarquer, laissant sur le champ de bataille 2000 hommes, parmi lesquels 5 colonels, 3 lieutenants-colonels, 250 capitaines et 20 gentilshommes de qualité, 4 pièces de canon et 60 drapeaux qui furent apportés à Paris par Claude de Saint-Simon et suspendus en grande pompe aux voûtes de Notre-Dame. Des Te Deum furent chantés au camp, et de là se répandirent par toute la France. Le cardinal resta donc maître de poursuivre le siège sans avoir, du moins momentanément, rien à craindre de la part des Anglais. Mais comme nous venons de le dire, le repos n'était que momentané. Un envoyé du duc de Buckingham, nommé Montaigu, avait été pris, et l'on avait acquis la preuve d'une ligue entre l'Empire, l'Espagne, l'Angleterre et la Lorraine. Cette ligue était dirigée contre la France. De plus, dans le logis de Buckingham, qu'il avait été forcé d'abandonner plus précipitamment qu'il ne l'avait cru, on avait trouvé des papiers qui confirmaient cette ligue, et qui, à ce qu'assure monsieur le cardinal dans ses mémoires, compromettaient fort madame de Chevreuse, et par conséquent la reine. C'était sur le cardinal que pesait toute la responsabilité, car on n'est pas ministre absolu sans être responsable. Aussi, toutes les ressources de son vaste génie étaient-elles tendues nuit et jour, et occupées à écouter le moindre bruit qui s'élevait dans un des grands royaumes de l'Europe. Le cardinal connaissait l'activité et surtout la haine de Buckingham. Si la ligue qui menaçait la France triomphait, toute son influence était perdue. Si la politique espagnole et la politique autrichienne avaient leurs représentants dans le cabinet du Louvre, où elles n'avaient encore que des partisans, lui, Richelieu, le ministre français, le ministre national par excellence, était perdu. Le roi, qui tout en lui obéissant comme un enfant, le haïssait comme un enfant haït son maître, l'abandonnait aux vengeances particulières de monsieur et de la reine. Il était donc perdu, et peut-être la France avec lui. Il fallait parer à tout cela. Aussi vit-on les courriers, devenus à chaque instant plus nombreux, se succéder nuit et jour dans cette petite maison du pont de la Pierre, où le cardinal avait établi sa résidence. C'étaient des moines qui portaient si mal le froc qu'il était facile de reconnaître qu'ils appartenaient surtout à l'église militante. Des femmes un peu gênées dans leurs costumes de pages, et dont les larges trousses ne pouvaient entièrement dissimuler les formes arrondies. Enfin, des paysans aux mains noircies, mais à la jambe fine, et qui sentaient l'homme de qualité à 1 lieue à la ronde. Puis encore d'autres visions moins agréables, car 2 ou 3 fois le bruit se répandit que le cardinal avait failli être assassiné. Il est vrai que les ennemis de son éminence disaient que c'était elle-même qui mettait en campagne des assassins maladroits, afin d'avoir, le cas échéant, le droit d'user de représailles.
mais il ne faut pas croire ni à ce que disent les ministres, ni à ce que disent leurs ennemis. Ce qui n'empêchait pas, au reste, le cardinal, à qui ses plus acharnés détracteurs n'ont jamais contesté la bravoure personnelle, de faire force courses nocturnes, tantôt pour communiquer au duc d'Angoulême des ordres importants, tantôt pour aller se concerter avec le roi, tantôt pour aller conférer avec quelque messager qu'il ne voulait pas qu'on laissât entrer chez lui. De leur côté, les mousquetaires, qui n'avaient pas grand-chose à faire au siège, n'étaient pas tenus sévèrement et menaient joyeuse vie. Cela leur était d'autant plus facile, à nos trois compagnons surtout, qu'étant des amis de M de Tréville, ils obtenaient facilement de lui de s'attarder et de rester après la fermeture du camp avec des permissions particulières. Or, un soir que d'Artagnan, qui était de tranchée, n'avait pu les accompagner, Athos, Porthos et Aramis, montés sur leurs chevaux de bataille, enveloppés de manteaux de guerre, une main sur la crosse de leur pistolet, revenaient tous trois d'une buvette qu'Athos avait découverte 2 jours auparavant sur la route de la Jarrie, et qu'on appelait le Colombier rouge, suivaient le chemin qui conduisait au camp, tout en se tenant sur leurs gardes, comme nous l'avons dit, de peur d'embuscade. Lorsqu'à un quart de lieue à peu près du village de Boisnard, ils crurent entendre le pas d'une cavalcade qui venait à eux. Aussitôt, tous trois s'arrêtèrent, serrés l'un contre l'autre, et attendirent, tenant le milieu de la route. Au bout d'un instant, et comme la lune sortait justement d'un nuage, ils virent apparaître au détour d'un chemin 2 cavaliers, qui, en les apercevant, s'arrêtèrent à leur tour, paraissant délibérer s'ils devaient continuer leur route ou retourner en arrière. Cette hésitation donna quelques soupçons aux trois amis, et Athos, faisant quelques pas en avant, cria de sa voix ferme: Qui vive? Qui vive vous-même? Répondit l'un de ces 2 cavaliers. Ce n'est pas répondre cela, dit Athos. Qui vive? Répondez, ou nous chargerons. Prenez garde à ce que vous allez faire, messieurs, dit alors une voix vibrante, qui paraissait avoir l'habitude du commandement. C'est quelque officier supérieur qui fait sa ronde de nuit, dit Athos. Que voulez-vous faire, messieurs? Qui êtes-vous? Dit la même voix, du même ton de commandement. Répondez à votre tour, ou vous pourriez vous mal trouver de votre désobéissance. Mousquetaires du roi, dit Athos, de plus en plus convaincu que celui qui les interrogeait en avait le droit. Quelle compagnie? Compagnie de Tréville. Avancez à l'ordre, et venez me rendre compte de ce que vous faites ici, à cette heure. Les trois compagnons s'avancèrent, l'oreille un peu basse, car tous trois maintenant étaient convaincus qu'ils avaient affaire à plus fort qu'eux. Un des cavaliers, celui qui avait pris la parole en second lieu, était à 10 pas en avant de son compagnon. Athos fit signe à Porthos et à Aramis de rester de leur côté en arrière, et s'avança seul. Pardon, mon officier, dit Athos, mais nous ignorions à qui nous avions affaire, et vous pouvez voir que nous faisions bonne garde. Votre nom? Dit l'officier, qui se couvrait une partie du visage avec son manteau. Mais vous-même, monsieur, dit Athos, qui commençait à se révolter contre cette inquisition. Donnez-moi, je vous prie, la preuve que vous avez le droit de m'interroger. Votre nom? Reprit une seconde fois le cavalier, en laissant tomber son manteau de manière à avoir le visage découvert. Monsieur le cardinal, s'écria le mousquetaire stupéfait. Votre nom? Reprit pour la troisième fois son éminence. Athos, dit le mousquetaire. Le cardinal fit un signe à l'écuyer, qui se rapprocha. Ces trois mousquetaires nous suivront, dit-il à voix basse. Je ne veux pas qu'on sache que je suis sorti du camp, et en nous suivant, nous serons sûrs qu'ils ne le diront à personne. Nous sommes gentilshommes, monseigneur, dit Athos. Demandez-nous donc notre parole, et ne vous inquiétez de rien. Dieu merci, nous savons garder un secret. Le cardinal fixa ses yeux perçants sur ce hardi interlocuteur.
vous avez l'oreille fine, monsieur Athos, dit-il. Mais maintenant, écoutez ceci. Ce n'est point par défiance que je vous prie de me suivre, c'est pour ma sûreté. Sans doute vos deux compagnons sont messieurs Porthos et Aramis. Oui, votre éminence, dit Athos, tandis que les deux mousquetaires restés en arrière s'approchaient, le chapeau à la main. Je vous connais, messieurs, dit le cardinal, je vous connais. Je sais que vous n'êtes pas tout à fait de mes amis, et j'en suis fâché. Mais je sais que vous êtes de braves et loyaux gentilshommes, et qu'on peut se fier à vous. Monsieur Athos, faites-moi donc l'honneur de m'accompagner, vous et vos deux amis, et alors j'aurai une escorte à faire envie à sa majesté, si nous la rencontrons. Les trois mousquetaires s'inclinèrent jusque sur le cou de leurs chevaux. Eh bien, sur mon honneur, dit Athos, votre éminence a raison de nous emmener avec elle. Nous avons rencontré sur la route des visages affreux, et nous avons même eu avec quatre de ces visages une querelle au colombier rouge. Une querelle. Et pourquoi, messieurs? Dit le cardinal. Je n'aime pas les querelles, vous le savez. C'est justement pour cela que j'ai l'honneur de prévenir votre éminence de ce qui vient d'arriver, car elle pourrait l'apprendre par d'autres que par nous, et sur un faux rapport croire que nous sommes en faute. Et quels ont été les résultats de cette querelle? Demanda le cardinal en fronçant le sourcil. Mais mon ami Aramis, que voici, a reçu un petit coup d'épée dans le bras, ce qui ne l'empêchera pas, comme votre éminence peut le voir, de monter à l'assaut demain, si votre éminence ordonne l'escalade. Mais vous n'êtes pas homme à vous laisser donner des coups d'épée ainsi, dit le cardinal. Voyons, soyez francs, messieurs, vous en avez bien rendu quelques-uns. Confessez-vous, vous savez que j'ai le droit de donner l'absolution. Moi, monseigneur, dit Athos, je n'ai pas même mis l'épée à la main, mais j'ai pris celui à qui j'avais affaire à bras-le-corps, et je l'ai jeté par la fenêtre. Il paraît qu'en tombant, continua Athos avec quelque hésitation, il s'est cassé la cuisse. Ah, ah, fit le cardinal. Et vous, monsieur Porthos? Moi, monseigneur, sachant que le duel est défendu, j'ai saisi un banc, et j'en ai donné à l'un de ces brigands un coup qui, je crois, lui a brisé l'épaule. Bien, dit le cardinal. Et vous, monsieur Aramis? Moi, monseigneur, comme je suis d'un naturel très doux, et que d'ailleurs ce que monseigneur ne sait peut-être pas, je suis sur le point d'entrer dans les ordres, je voulais séparer mes camarades, quand un de ces misérables m'a donné traîtreusement un coup d'épée à travers le bras gauche. Alors la patience m'a manqué, j'ai tiré mon épée à mon tour, et comme il revenait à la charge, je crois avoir senti qu'en se jetant sur moi, il se l'était passé au travers du corps. Je sais bien qu'il est tombé seulement, et il m'a semblé qu'on l'emportait avec ses deux compagnons. Diable, messieurs, dit le cardinal, trois hommes hors de combat pour une dispute de cabaret. Vous n'y allez pas de main morte. Et à propos de quoi était venue la querelle? Ces misérables étaient ivres, dit Athos, et sachant qu'il y avait une femme qui était arrivée le soir dans le cabaret, ils voulaient forcer la porte. Forcer la porte, dit le cardinal. Et pourquoi faire? Pour lui faire violence, sans doute, dit Athos. J'ai eu l'honneur de dire à votre éminence que ces misérables étaient ivres. Et cette femme était jeune et jolie? Demanda le cardinal avec une certaine inquiétude. Nous ne l'avons pas vue, monseigneur, dit Athos. Vous ne l'avez pas vue? Ah, très bien, reprit vivement le cardinal. Vous avez bien fait de défendre l'honneur d'une femme. Et comme c'est à l'auberge du Colombier Rouge que je vais moi-même, je saurai si vous m'avez dit la vérité. Monseigneur, dit fièrement Athos, nous sommes gentilshommes, et pour sauver notre tête, nous ne ferions pas un mensonge. Aussi, je ne doute pas de ce que vous me dites, monsieur Athos, je m'en doute pas un seul instant. Mais ajouta-t-il, pour changer la conversation, cette dame était donc seule? Cette dame avait un cavalier enfermé avec elle, dit Athos. Mais comme malgré le bruit, ce cavalier ne s'est pas montré, il est à présumer que c'est un lâche. Ne jugez pas témérairement, dit l'Évangile, répliqua le cardinal. Athos s'inclina.
Et maintenant, messieurs, c'est bien, continua son éminence. Je sais ce que je voulais savoir. Suivez-moi. Les trois mousquetaires passèrent derrière le cardinal, qui s'enveloppa de nouveau le visage de son manteau et remit son cheval au pas, se tenant à 8 ou 10 pas en avant de ses 4 compagnons. On arriva bientôt à l'auberge silencieuse et solitaire. Sans doute l'hôte savait quel illustre visiteur il l'attendait, et en conséquence avait renvoyé les importuns. 10 pas avant d'arriver à la porte, le cardinal fit signe à son écuyer et aux 3 mousquetaires de faire halte. Un cheval tout sellé était attaché au contrevent. Le cardinal frappa 3 coups, et de certaine façon. Un homme, enveloppé d'un manteau, sortit aussitôt et échangea quelques rapides paroles avec le cardinal. Après quoi, il remonta à cheval et repartit dans la direction de Surgères, qui était aussi celle de Paris. Avancez, messieurs, dit le cardinal. Vous m'avez dit la vérité, mes gentilshommes, ajouta-t-il en s'adressant aux 3 mousquetaires. Il ne tiendra pas à moi que notre rencontre de ce soir ne vous soit avantageuse. En attendant, suivez-moi. Le cardinal mit pied à terre. Les 3 mousquetaires en firent autant. Le cardinal jeta la bride de son cheval aux mains de son écuyer. Les 3 mousquetaires attachèrent les brides des leurs au contrevent. L'hôte se tenait sur le seuil de la porte. Pour lui, le cardinal n'était qu'un officier venant visiter une dame. Avez-vous quelque chambre au rez-de-chaussée où ces messieurs puissent m'attendre près d'un bon feu, dit le cardinal. L'hôte ouvrit alors la porte d'une grande salle, dans laquelle justement on venait de remplacer un mauvais poêle par une grande et excellente cheminée. J'ai celle-ci, dit-il. C'est bien, dit le cardinal. Entrez là, messieurs, et veuillez m'attendre. Je ne serai pas plus d'une demi-heure. Et tandis que les 3 mousquetaires entraient dans la chambre au rez-de-chaussée, le cardinal, sans demander plus ample renseignement, monta l'escalier en homme qui n'a pas besoin qu'on lui indique son chemin. Fin du chapitre 43. Chapitre 44 des 3 mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les 3 mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 44. De l'utilité des tuyaux de poêle. Il est évident que, sans s'en douter, émus seulement par leur caractère chevaleresque et aventureux, nos 3 amis venaient de rendre service à quelqu'un que le cardinal honorait de sa protection particulière. Maintenant, quel était ce quelqu'un? C'est la question que se firent d'abord les 3 mousquetaires. Puis, voyant qu'aucune des réponses que pouvait leur faire leur intelligence n'était satisfaisante, Porthos appela l'hôte et demanda des dés. Porthos et Aramis se placèrent à une table et se mirent à jouer. Athos se promena en réfléchissant. En réfléchissant et en se promenant, Athos passait et repassait devant le tuyau du poêle rompu par la moitié et dont l'autre extrémité donnait dans la chambre supérieure. Et chaque fois qu'il passait et repassait, il entendait un murmure de paroles qui finit par fixer son attention. Athos s'approcha, et il distingua quelques mots qui lui parurent sans doute mériter un si grand intérêt qu'il fit signe à ses compagnons de se taire, restant lui-même courbé, l'oreille tendue à la hauteur de l'orifice inférieur. Écoutez, milady, disait le cardinal, l'affaire est importante. Asseyez-vous là et causons. Milady, murmura Athos. J'écoute, votre éminence, avec la plus grande attention, répondit une voix de femme qui fit tressaillir le mousquetaire. Un petit bâtiment avec équipage anglais, dont le capitaine est à moi, vous attend à l'embouchure de la Charente, au fort de la Pointe. Il mettra à la voile demain matin. Il faut alors que je m'y rende cette nuit?
à l'instant même, c'est-à-dire lorsque vous aurez reçu mes instructions. 2 hommes que vous trouverez à la porte en sortant vous serviront d'escorte. Vous me laisserez sortir le premier. Puis, une demi-heure après moi, vous sortirez à votre tour. Oui, monseigneur. Maintenant, revenons à la mission dont vous voulez bien me charger. Et comme je tiens à continuer de mériter la confiance de votre éminence, daignez me l'exposer en termes clairs et précis, afin que je ne commette aucune erreur. Il y eut un instant de profond silence entre les deux interlocuteurs. Il était évident que le cardinal mesurait d'avance les termes dans lesquels il allait parler, et que milady recueillait toutes ses facultés intellectuelles pour comprendre les choses qu'il allait dire et les graver dans sa mémoire quand elles seraient dites. Athos profita de ce moment pour dire à ses deux compagnons de fermer la porte en dedans et pour leur faire signe de venir écouter avec lui. Les deux mousquetaires, qui aimaient leur aise, apportèrent une chaise pour chacun d'eux et une chaise pour Athos. Tous trois s'assirent alors, leurs têtes rapprochées et l'oreille au guet. Vous allez partir pour Londres, continua le cardinal. Arrivé à Londres, vous irez trouver Buckingham. Je ferai observer à son éminence, dit Milady, que depuis l'affaire des ferrets de diamants, pour laquelle le duc m'a toujours soupçonné, sa grâce se défie de moi. Aussi cette fois, dit le cardinal, ne s'agit-il plus de capter sa confiance, mais de se présenter franchement et loyalement à lui comme négociatrice. Franchement et loyalement, répéta Milady, avec une indicible expression de duplicité. Oui, franchement et loyalement, reprit le cardinal du même ton. Toute cette négociation doit être faite à découvert. Je suivrai à la lettre les instructions de son éminence, et j'attends qu'elle me les donne. Vous irez trouver Buckingham de ma part, et vous lui direz que je sais tous les préparatifs qu'il fait, mais que je ne m'en inquiète guère, attendu qu'au premier mouvement qu'il risquera, je perds la reine. Croira-t-il que votre éminence est en mesure d'accomplir la menace qu'elle lui fait? Oui, car j'ai des preuves. Il faut que je puisse présenter ces preuves à son appréciation. Sans doute. Et vous lui direz que je publie le rapport de Boisrobert et du marquis de Beautru sur l'entrevue que le duc a eue chez madame la connétable avec la reine, le soir que madame la connétable a donné une fête masquée. Vous lui direz, afin qu'il ne doute de rien, qu'il y est venu sous le costume du grand Mogol que devait porter le chevalier de Guise, et qu'il a acheté à ce dernier moyennant la somme de 3000 pistoles. Bien, monseigneur. Tous les détails de son entrée et de sa sortie pendant la nuit où il s'est introduit au palais sous le costume d'un diseur de bonne aventure italien, vous lui direz, pour qu'il ne doute pas encore de l'authenticité de mes renseignements, qu'il avait sous son manteau une grande robe blanche semée de larmes noires, de têtes de mort et d'os en sautoir, car en cas de surprise, il devait se faire passer pour le fantôme de la dame blanche, qui, comme chacun le sait, revient au Louvre chaque fois que quelque grand événement va s'accomplir. Est-ce tout, monseigneur? Dites-lui que je sais encore tous les détails de l'aventure d'Amiens, que j'en ferai un petit roman, spirituellement tourné, avec un plan du jardin et les portraits des principaux acteurs de cette scène nocturne. Je lui dirai cela. Dites-lui encore que je tiens Montaigu, que Montaigu est à la Bastille, qu'on n'a surpris aucune lettre sur lui, c'est vrai, mais que la torture peut lui faire dire tout ce qu'il sait, et même ce qu'il ne sait pas. À merveille. Enfin, ajoutez que sa grâce a, dans la précipitation qu'elle a mise à quitter l'île de Ré, oublié dans son logis certaines lettres de madame de Chevreuse qui compromettent singulièrement la reine, en ce qu'elles prouvent non seulement que sa majesté peut aimer les ennemis du roi, mais encore qu'elle conspire avec ceux de la France. Vous avez bien retenu tout ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? Votre éminence va en juger. Le bal de madame la connétable, la nuit au Louvre, la soirée d'Amiens, l'arrestation de Montaigu, la lettre de madame de Chevreuse. C'est cela, dit le cardinal, c'est cela.
vous avez une bien heureuse mémoire, milady. Mais, reprit celle à qui le cardinal venait d'adresser ce compliment flatteur, si malgré toutes ces raisons, le duc ne se rend pas et continue de menacer la France. Le duc est amoureux comme un fou, ou plutôt comme un niais, reprit Richelieu, avec une profonde amertume. Comme les anciens paladins, il n'a entrepris cette guerre que pour obtenir un regard de sa belle. Il sait que cette guerre peut coûter l'honneur et peut-être la liberté à la dame de ses pensées, comme il dit. Je vous réponds qu'il y regardera à deux fois. Et cependant, dit milady, avec une persistance qui prouvait qu'elle voulait voir clair jusqu'au bout de la mission dont elle allait être chargée. Cependant, s'il persiste? S'il persiste, dit le cardinal. Ce n'est pas probable. C'est possible, dit milady. S'il persiste... Son éminence fit une pause et reprit. S'il persiste, eh bien, j'espérerai dans un de ces événements qui changent la face des États. Si son éminence voulait me citer dans l'histoire quelques-uns de ces événements, dit milady, peut-être partagerais-je sa confiance dans l'avenir. Eh bien, tenez par exemple, dit Richelieu, lorsqu'en 1608, pour une cause à peu près pareille à celle qui fait mouvoir le duc, le roi Henri IV, de glorieuse mémoire, allait à la fois envahir la Flandre et l'Italie pour frapper à la fois l'Autriche des deux côtés. Eh bien, n'est-il pas arrivé un événement qui a sauvé l'Autriche? Pourquoi le roi de France n'aurait-il pas la même chance que l'empereur? Votre éminence veut parler du coup de couteau de la rue de la Ferronnerie? Justement, dit le cardinal. Votre éminence ne craint-elle pas que le supplice de Ravaillac n'épouvante ceux qui auraient un instant l'idée de l'imiter? Il y aura en tout temps et dans tous les pays, surtout si ces pays sont divisés de religion, des fanatiques qui ne demanderont pas mieux que de se faire martyrs. Et tenez, justement, il me revient à cette heure que les puritains sont furieux contre le duc de Buckingham, et que leurs prédicateurs le désignent comme l'antéchrist. Eh bien, dit milady. Eh bien, continua le cardinal d'un air indifférent, il ne s'agirait pour le moment, par exemple, que de trouver une femme, belle, jeune, adroite, qui eût à se venger elle-même du duc. Une pareille femme peut se rencontrer. Le duc est homme à bonne fortune, et s'il a semé bien des amours par ses promesses de constance éternelle, il a dû semer bien des haines aussi par ses éternelles infidélités. Sans doute, dit froidement milady, une pareille femme peut se rencontrer. Eh bien, une pareille femme qui mettrait le couteau de Jacques Clément ou de Ravaillac aux mains d'un fanatique sauverait la France. Oui, mais elle serait la complice d'un assassinat. A-t-on jamais connu les complices de Ravaillac ou de Jacques Clément? Non, car peut-être étaient-ils placés trop haut pour qu'on osât les aller chercher là où ils étaient. On ne brûlerait pas le palais de justice pour tout le monde, monseigneur. Vous croyez donc que l'incendie du palais de justice a une cause autre que celle du hasard? Demanda Richelieu, du ton dont il eût fait une question sans aucune importance. Moi, monseigneur, répondit milady, je ne crois rien. Je cite un fait, voilà tout. Seulement, je dis que si je m'appelais mademoiselle de Montpensier ou la reine Marie de Médicis, je prendrais moins de précautions que je n'en prends, m'appelant tout simplement Lady Clarick. C'est juste, dit Richelieu. Et que voudriez-vous donc? Je voudrais un ordre qui ratifiât d'avance tout ce que je croirais devoir faire pour le plus grand bien de la France. Mais il faudrait d'abord trouver la femme que j'ai dit, et qui aurait à se venger du duc. Elle est trouvée, dit milady. Puis il faudrait trouver ce misérable fanatique qui servira d'instrument à la justice de Dieu. On le trouvera. Eh bien, dit le duc, alors il sera temps de réclamer l'ordre que vous demandiez tout à l'heure. Votre éminence a raison, dit milady, et c'est moi qui ai eu tort de voir dans la mission dont elle m'honore autre chose que ce qui est réellement, c'est-à-dire d'annoncer à sa grâce, de la part de son éminence,
que vous connaissez les différents déguisements à l'aide desquels il est parvenu à se rapprocher de la reine pendant la fête donnée par madame la connétable, que vous avez les preuves de l'entrevue accordée au Louvre par la reine à certain astrologue italien qui n'est autre que le duc de Buckingham, que vous avez commandé un petit roman des plus spirituels sur l'aventure d'Amiens, avec un plan du jardin où cette aventure s'était passée et portrait des acteurs qui y ont figuré, que Montaigu est à la Bastille et que la torture peut lui faire dire des choses dont il se souvient et même des choses qu'il aurait oubliées. Enfin, que vous possédez certaines lettres de madame de Chevreuse trouvées dans le logis de sa grâce, qui compromet singulièrement non seulement celle qu'il a écrite, mais encore celle au nom de qui elle a été écrite. Puis, s'il persiste malgré tout cela, comme c'est à ce que je viens de dire que se borne ma mission, je n'aurai plus qu'à prier Dieu de faire un miracle pour sauver la France. C'est bien cela, n'est-ce pas, monseigneur, et je n'ai pas autre chose à faire? C'est bien cela, reprit sèchement le cardinal. Et maintenant, dit Milady, sans paraître remarquer le changement de ton du duc à son égard, maintenant que j'ai reçu les instructions de votre éminence à propos de ses ennemis, monseigneur me permettra-t-il de lui dire deux mots des miens? Vous avez des ennemis? Demanda Richelieu. Oui, monseigneur, des ennemis contre lesquels vous me devez tout votre appui, car je me les suis fait en servant votre éminence. Et lesquels? Répliqua le duc. Il y a d'abord une petite intrigante de Bonacieux. Elle est dans la prison de Mantes. C'est-à-dire qu'elle y était, reprit Milady. Mais la reine a reçu un ordre du roi, à l'aide duquel elle l'a fait transporter dans un couvent. Dans un couvent? Dit le duc. Oui, dans un couvent. Et dans lequel? Je l'ignore, le secret a été bien gardé. Je le saurai, moi. Et votre éminence me le dira, dans quel couvent est cette femme? Je n'y vois pas d'inconvénient, dit le cardinal. Bien. Maintenant, j'ai un autre ennemi bien autrement à craindre pour moi que cette petite madame Bonacieux. Et lequel? Son amant. Comment s'appelle-t-il? Oh, votre éminence le connaît bien, s'écria Milady, emportée par la colère. C'est notre mauvais génie à tous deux. C'est celui qui, dans une rencontre avec les gardes de votre éminence, a décidé la victoire en faveur des mousquetaires du roi. C'est celui qui a donné 3 coups d'épée à De Wardes, votre émissaire, et qui a fait échouer l'affaire des ferrets. C'est celui enfin qui, sachant que c'était moi qui lui avais enlevé madame Bonacieux, a juré ma mort. Ah, ah, dit le cardinal, je sais de qui vous voulez parler. Je veux parler de ce misérable d'Artagnan. C'est un hardi compagnon, dit le cardinal. Et c'est justement parce que c'est un hardi compagnon qu'il n'en est que plus à craindre. Il faudrait, dit le duc, avoir une preuve de ses intelligences avec Buckingham. Une preuve, s'écria Milady. J'en aurai 10. Eh bien alors, c'est la chose la plus simple du monde. Ayez-moi cette preuve, et je l'envoie à la Bastille. Bien, monseigneur. Mais ensuite? Quand on est à la Bastille, il n'y a pas d'ensuite, dit le cardinal d'une voix sourde. Ah, pardieu, continua-t-il, s'il m'était aussi facile de me débarrasser de mon ennemi qu'il m'est facile de me débarrasser des vôtres, et si c'était contre de pareils gens que vous me demandiez l'impunité. Monseigneur, reprit Milady, troc pour troc, existence pour existence, homme pour homme. Donnez-moi celui-là, je vous donne l'autre. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, reprit le cardinal, et je ne veux même pas le savoir, mais j'ai le désir de vous être agréable, et je ne vois aucun inconvénient à vous donner ce que vous demandez à l'égard d'une si infime créature. D'autant plus, comme vous me le dites, que ce petit d'Artagnan est un libertin, un duelliste, un traître. Un infâme, monseigneur, un infâme. Donnez-moi donc du papier, une plume et de l'encre, dit le cardinal. En voici, monseigneur. Il se fit un instant de silence qui prouvait que le cardinal était occupé à chercher les termes dans lesquels devait être écrit le billet, ou même à l'écrire.
Athos, qui n'avait pas perdu un mot de la conversation, prit ses deux compagnons chacun par une main et les conduisit à l'autre bout de la chambre. Eh bien, dit Porthos, que veux-tu? Et pourquoi ne nous laisses-tu pas écouter la fin de la conversation? Chut, dit Athos, parlant à voix basse. Nous avons entendu tout ce qu'il est nécessaire que nous entendions. D'ailleurs, je ne vous empêche pas d'écouter le reste, mais il faut que je sorte. Il faut que tu sortes, dit Porthos. Mais si le cardinal te demande, que répondrons-nous? Vous n'attendrez pas qu'il me demande. Vous lui direz les premiers que je suis parti en éclaireur parce que certaines paroles de notre hôte m'ont donné à penser que le chemin n'était pas sûr. J'en toucherai d'abord deux mots à l'écuyer du cardinal. Le reste me regarde. Ne t'en inquiète pas. Soyez prudent, Athos, dit Aramis. Soyez tranquille, répondit Athos. Vous le savez, j'ai du sang-froid. Porthos et Aramis allèrent reprendre leur place près du tuyau de poêle. Quant à Athos, il sortit sans aucun mystère, alla prendre son cheval attaché avec ceux de ses deux amis au tourniquet des contrevents, convaincu en quatre mots l'écuyer de la nécessité d'une avant-garde pour le retour, visita avec affectation l'amorce de son pistolet, mit l'épée aux dents et suivit, en enfant perdu, la route qui conduisait au camp. Fin du chapitre 44. Chapitre 45 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 45. Scène conjugale. Comme l'avait prévu Athos, le cardinal ne tarda point à descendre. Il ouvrit la porte de la chambre où étaient entrés les mousquetaires et trouva Porthos faisant une partie de dés acharnée avec Aramis. D'un coup d'œil rapide, il fouilla tous les coins de la salle et vit qu'un de ses hommes lui manquait. Qu'est devenu monsieur Athos? demanda-t-il. Monseigneur, répondit Porthos, il est parti en éclaireur sur quelques propos de notre hôte, qui lui ont fait croire que la route n'était pas sûre. Et vous, qu'avez-vous fait, monsieur Porthos? J'ai gagné 5 pistoles à Aramis. Et maintenant, vous pouvez revenir avec moi? Nous sommes aux ordres de votre éminence. À cheval donc, messieurs, car il se fait tard. L'écuyer était à la porte et tenait en bride le cheval du cardinal. Un peu plus loin, un groupe de 2 hommes et de 3 chevaux apparaissait dans l'ombre. Ces 2 hommes étaient ceux qui devaient conduire Milady au fort de la Pointe et veiller à son embarquement. L'écuyer confirma au cardinal ce que les 2 mousquetaires lui avaient déjà dit à propos d'Athos. Le cardinal fit un geste approbateur et reprit la route, s'entourant au retour des mêmes précautions qu'il avait prises au départ. Laissons-le suivre le chemin du camp, protégé par l'écuyer et les 2 mousquetaires, et revenons à Athos. Pendant une centaine de pas, il avait marché de la même allure, mais, une fois hors de vue, il avait lancé son cheval à droite, avait fait un détour, et était revenu à une vingtaine de pas, dans le taillis, guetter le passage de la petite troupe. Ayant reconnu les chapeaux brodés de ses compagnons et la frange dorée du manteau de monsieur le cardinal, il attendit que les cavaliers eussent tourné l'angle de la route, et, les ayant perdus de vue, il revint au galop à l'auberge, qu'on lui ouvrit sans difficulté. L'hôte le reconnut. Mon officier, dit Athos, a oublié de faire à la dame du premier une recommandation importante. Il m'envoie pour réparer son oubli. Montez, dit l'hôte, elle est encore dans sa chambre. Athos profita de la permission, monta l'escalier de son pas le plus léger, arriva sur le carré et,
à travers la porte entr'ouverte, il vit milady qui attachait son chapeau. Il entra dans la chambre et referma la porte derrière lui. Au bruit qu'il fit en repoussant le verrou, milady se retourna. Athos était debout devant la porte, enveloppé dans son manteau, son chapeau rabattu sur ses yeux. En voyant cette figure muette et immobile comme une statue, milady eut peur. Qui êtes-vous et que demandez-vous s'écria-t-elle. Allons, c'est bien elle, murmura Athos. Et, laissant tomber son manteau et relevant son feutre, il s'avança vers milady. Me reconnaissez-vous, madame dit-il. Milady fit un pas en avant, puis recula comme à la vue d'un serpent. Allons, dit Athos, c'est bien, je vois que vous me reconnaissez. Le comte de la Fère, murmura milady en pâlissant et en reculant jusqu'à ce que la muraille l'empêchât d'aller plus loin. Oui, milady, répondit Athos, le comte de la Fère en personne, qui revient tout exprès de l'autre monde pour avoir le plaisir de vous voir. Asseyons-nous donc et causons, comme dit monseigneur le cardinal. Milady, dominée par une terreur inexprimable, s'assit sans proférer une seule parole. Vous êtes donc un démon envoyé sur la terre, dit Athos. Votre puissance est grande, je le sais, mais vous savez aussi qu'avec l'aide de Dieu, les hommes ont souvent vaincu les démons les plus terribles. Vous vous êtes déjà trouvée sur mon chemin. Je croyais vous avoir terrassée, madame, mais ou je me trompais, ou l'enfer vous a ressuscitée. Milady, à ces paroles qui lui rappelaient des souvenirs effroyables, baissa la tête avec un gémissement sourd. Oui, l'enfer vous a ressuscité, reprit Athos. L'enfer vous a faite riche. L'enfer vous a donné un autre nom. L'enfer vous a presque refait même un autre visage. Mais il n'a effacé ni les souillures de votre âme, ni la flétrissure de votre corps. Milady se leva, comme mue par un ressort, et ses yeux lancèrent des éclairs. Athos resta assis. Vous me croyez mort, n'est-ce pas, comme je vous croyais morte? Et ce nom d'Athos avait caché le comte de la Fère, comme le nom de milady Clarick avait caché Anne de Breuil. N'était-ce pas ainsi que vous vous appeliez quand votre honoré frère nous a mariés? Notre position est vraiment étrange, poursuivit Athos en riant. Nous n'avons vécu jusqu'à présent l'un et l'autre que parce que nous nous croyons morts, et qu'un souvenir gêne moins qu'une créature, quoique ce soit chose dévorante parfois qu'un souvenir. Mais enfin, dit milady d'une voix sourde, qui vous ramène vers moi, et que me voulez-vous? Je veux vous dire que tout en restant invisible à vos yeux, je ne vous ai pas perdu de vue, moi. Vous savez ce que j'ai fait? Je puis vous raconter jour par jour vos actions, depuis votre entrée au service du cardinal jusqu'à ce soir. Un sourire d'incrédulité passa sur les lèvres pâles de milady. Écoutez, c'est vous qui avez coupé les 2 ferrets de diamants sur l'épaule du duc de Buckingham. C'est vous qui avez fait enlever madame Bonacieux. C'est vous qui, amoureuse de De Wardes et croyant passer la nuit avec lui, avez ouvert votre porte à M. d'Artagnan. C'est vous qui, croyant que De Wardes vous avait trompé, avez voulu le faire tuer par son rival. C'est vous qui, lorsque ce rival eut découvert votre infâme secret, avez voulu le faire tuer à son tour par 2 assassins que vous avez envoyés à sa poursuite. C'est vous qui, voyant que les balles avaient manqué leur coup, avez envoyé du vin empoisonné avec une fausse lettre, pour faire croire à votre victime que ce vin venait de ses amis. C'est vous, enfin, qui venez là, dans cette chambre, assise sur cette chaise où je suis, de prendre avec le cardinal de Richelieu l'engagement de faire assassiner le duc de Buckingham, en échange de la promesse qu'il vous a faite de vous laisser assassiner d'Artagnan. Milady était livide. Mais vous êtes donc Satan, dit-elle.
peut-être, dit Athos. Mais en tout cas, écoutez bien ceci. Assassinez ou faites assassiner le duc de Buckingham, peu m'importe, je ne le connais pas. D'ailleurs c'est un Anglais, mais ne touchez pas du bout du doigt à un seul cheveu de D'Artagnan, qui est un fidèle ami que j'aime et que je défends. Ou je vous le jure par la tête de mon père, le crime que vous aurez commis sera le dernier. Monsieur d'Artagnan m'a cruellement offensé, dit Milady d'une voix sourde. Monsieur d'Artagnan mourra. En vérité, cela est-il possible qu'on vous offense, madame, dit en riant Athos. Il vous a offensé, et il mourra? Il mourra, reprit Milady. Elle d'abord, lui ensuite. Athos fut saisi comme d'un vertige. La vue de cette créature, qui n'avait rien d'une femme, lui rappelait des souvenirs terribles. Il pensa qu'un jour, dans une situation moins dangereuse que celle où il se trouvait, il avait déjà voulu la sacrifier à son honneur. Son désir de meurtre lui revint, brûlant, et l'envahit comme une fièvre ardente. Il se leva à son tour, porta la main à sa ceinture, en tira un pistolet, et l'arma. Milady, pâle comme un cadavre, voulut crier, mais sa langue glacée ne put proférer qu'un son rauque qui n'avait rien de la parole humaine, et qui semblait le râle d'une bête fauve. Collée contre la sombre tapisserie, elle apparaissait, les cheveux épars, comme l'image effrayante de la terreur. Athos leva lentement son pistolet, et tendit le bras de manière que l'arme toucha presque le front de Milady, puis, d'une voix d'autant plus terrible qu'elle avait le calme suprême d'une inflexible résolution, madame, dit-il, vous allez à l'instant même me remettre le papier que vous a signé le cardinal, ou sur mon âme je vous fais sauter la cervelle. Avec un autre homme, Milady aurait pu conserver quelque doute, mais elle connaissait Athos. Cependant, elle resta immobile. Vous avez une seconde pour vous décider, dit-il. Milady vit à la contraction de son visage que le coup allait partir. Elle porta vivement la main à sa poitrine, en tira un papier et le tendit à Athos. Tenez, dit-elle, et soyez maudit. Athos prit le papier, repassa le pistolet à sa ceinture, s'approcha de la lampe pour s'assurer que c'était bien celui-là, le déplia et lut. C'est par mon ordre et pour le bien de l'État que le porteur du présent a fait ce qu'il a fait. 3 décembre 1627. Richelieu. Et maintenant, dit Athos, en reprenant son manteau et en replaçant son feutre sur sa tête, maintenant que je t'ai arraché l'étang, vipère, mors si tu peux. Et il sortit de la chambre sans même regarder en arrière. À la porte, il trouva les 2 hommes et le cheval qu'ils tenaient en main. Messieurs, dit-il, l'ordre de monseigneur, vous le savez, est de conduire cette femme sans perdre de temps au fort de la Pointe, et de ne la quitter que lorsqu'elle sera à bord. Comme ces paroles s'accordaient effectivement avec l'ordre qu'ils avaient reçu, ils inclinèrent la tête en signe d'assentiment. Quant à Athos, il se mit légèrement en selle et partit au galop. Seulement, au lieu de suivre la route, il prit à travers les champs, piquant avec vigueur son cheval et de temps en temps s'arrêtant pour écouter. Dans une de ces haltes, il entendit sur la route le pas de plusieurs chevaux. Il ne douta point que ce ne fût le cardinal et son escorte. Aussitôt, il fit une nouvelle pointe en avant, bouchonna son cheval avec de la bruyère et des feuilles d'arbre, et vint se mettre en travers de la route à 200 pas du camp à peu près. Qui vive, cria-t-il de loin quand il aperçut les cavaliers. C'est notre brave mousquetaire, je crois, dit le cardinal. Oui, monseigneur, répondit Athos, c'est lui-même. Monsieur Athos, dit Richelieu, recevez tous mes remerciements pour la bonne garde que vous nous avez faite. Messieurs, nous voici arrivés. Prenez la porte à gauche, le mot d'ordre est roi et ré. En disant ces mots,
le cardinal salua de la tête les trois amis et prit à droite suivi de son écuyer, car cette nuit-là lui-même couchait au camp. Eh bien, dirent ensemble Porthos et Aramis lorsque le cardinal fut hors de la portée de la voix. Eh bien, il a signé le papier qu'elle demandait. Je le sais, dit tranquillement Athos, puisque le voici. Et les trois amis n'échangèrent plus une seule parole jusqu'à leur quartier, excepté pour donner le mot d'ordre aux sentinelles. Seulement, on envoya Mousqueton dire à Planchet que son maître était prié, en relevant de tranchées, de se rendre à l'instant même au logis des mousquetaires. D'un autre côté, comme l'avait prévu Athos, Milady, en retrouvant à la porte les hommes qui l'attendaient, ne fit aucune difficulté de les suivre. Elle avait bien eu l'envie un instant de se faire reconduire devant le cardinal et de lui tout raconter. Mais une révélation de sa part amenait une révélation de la part d'Athos. Elle dirait bien qu'Athos l'avait pendue, mais Athos dirait qu'elle était marquée. Elle pensa qu'il valait donc encore mieux garder le silence, partir discrètement, accomplir avec son habileté ordinaire la mission difficile dont elle s'était chargée, puis, toutes les choses accomplies à la satisfaction du cardinal, venir lui réclamer sa vengeance. En conséquence, après avoir voyagé toute la nuit, à 7 heures du matin, elle était au fort de la Pointe. À 8 heures, elle était embarquée, et à 9 heures, le bâtiment, qui, avec des lettres de marque du cardinal, était censé être en partance pour Bayonne, levait l'ancre et faisait voile pour l'Angleterre. Fin du chapitre 45.